Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié aux impacts normatifs et réglementaires du Brexit. Je m'appelle Samuel Hillier, je suis conseiller d'entreprise à la CCI Bretagne au sein du réseau Enterprise Europe. Et j'ai l'honneur d'introduire l'événement de ce soir. Ce webinaire est le dernier d'une série de 3 épisodes consacrés au Brexit, organisés par le World Trade Center de Rennes, l'association des étudiants du magistère juristes d'affaires franco-britanniques de l'Université de Rennes 1, EEN West, le comité breton des conseillers du commerce extérieur, la Maison de l'Europe et Biotech Santé Bretagne. Alors, les 2 précédents épisodes portaient premièrement sur la pêche et deuxièmement sur la douane. Et aujourd'hui, on va parler des impacts réglementaires et normatifs. Donc, à l'origine de ce webinaire, un constat. On entend tout et son contraire depuis quelques années sur les impacts réglementaires du Brexit. Et il existe effectivement une certaine confusion parfaitement justifiée parmi les entreprises sur la question. Donc ce soir, on a souhaité vous fournir une présentation du nouvel environnement réglementaire et normatif qui impacte les produits expédiés outre-Manche. Et pour ce faire, on a prévu un panel d'experts aux expériences sectorielles larges qui pourront vous éclairer tant sur les produits industriels type marquage CE que les produits alimentaires. Alors, on a un timing très serré, donc on n'aura pas le temps certainement de prendre des questions à l'oral à la fin du webinaire. En revanche, nos intervenants tenteront de vous répondre dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit dans le chat. Et aussi, si vous avez d'autres questions suite au webinaire, vous pouvez me contacter et on tâchera de répondre à vos questions à l'écrit. Je vous donnerai mes coordonnées à la fin du webinaire. Alors, quelques mots d'introduction. Quelques rappels historiques. Le Royaume-Uni, donc, comme vous le savez tous, a définitivement quitté l'Union européenne le 31 janvier 2020 à minuit. À la fin d'une période transitoire qui a duré près d'un an, nous avons eu ce cadeau de Noël qui s'appelle l'accord de commerce et de coopération signé le 24 décembre de l'année dernière. Et depuis le 1er janvier de cette année, la réglementation européenne qui couvre presque tous les produits mis sur le marché cesse de s'appliquer en Grande-Bretagne. C'est une petite dernière phrase qui peut faire un petit peu peur, mais on va essayer de vous rassurer au cours de ce webinaire. Donc, un petit peu de contexte sur la relation commerciale entre la Bretagne et la Grande-Bretagne. Les exportations bretonnes vers GB, ça représente à peu près 800 millions d'euros par an. C'est les chiffres de 2019. Donc, c'est un montant relativement conséquent. Le Royaume-Uni est le 3e, 4e ou 5e, selon les années, partenaire économique de la Bretagne. Et on importe beaucoup moins du Royaume-Uni qu'on exporte vers le Royaume-Uni. Et donc, si la Grande-Bretagne est grande, la Bretagne tout court n'est certainement pas petite. On a un excédent important. Et donc, pour cadrer l'ensemble de ces échanges de biens, ces millions d'euros de produits qui transitent entre le Royaume-Uni et la Bretagne, on avait jusqu'à récemment un seul cadre normatif et réglementaire européen, celui du droit communautaire, qui s'appliquait hier à l'UE 28 et qui s'applique aujourd'hui à l'UE 27. Alors, cette harmonisation réglementaire de l'Union européenne, ce droit communautaire sur les produits, à quoi il nous sert? Il fournit essentiellement pour simplifier, il fournit trois outils très puissants, 3 armes très puissantes pour les entreprises européennes. Le premier, ça serait des directives qu'on appelle marquage CE. Donc, ce sont des directives qui s'appliquent à une grande partie des produits non alimentaires et qui permettent de mettre en conformité son produit assez simplement et derrière de pouvoir expédier partout dans l'Union européenne sans le moindre obstacle réglementaire et sans avoir besoin évidemment d'aller voir les réglementations qui peuvent s'appliquer dans chacun des pays. Le marquage CE pour les produits non alimentaires. Pour les produits alimentaires, on a la General Food Law, donc un ensemble de textes réglementaires qui existent depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années et qui fournissent un socle commun important à l'ensemble des produits alimentaires qui circulent dans le marché européen et qui était commun évidemment avec le Royaume-Uni jusqu'à récemment. Et puis,
si jamais vous avez un produit qui n'est pas couvert par une norme, par un texte harmonisé, par un droit communautaire spécifique, dans le pire des cas, il y a toujours le principe de reconnaissance mutuelle qui vous permet de commercialiser un produit à travers l'Union européenne tant qu'il a été mis sur un des marchés nationaux de l'Union européenne. Donc concrètement, si vous pouviez mettre votre produit sur le marché en Bretagne, vous pouviez le mettre sur le marché en Grande-Bretagne. Alors, l'impact du Brexit dans tout ça. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le Royaume-Uni n'applique plus la réglementation et les normes européennes, en tout cas pas en tant que membre de l'Union européenne. Mais heureusement, et c'est là la bonne nouvelle, elle en a repris la quasi-totalité dans son système national. Et le changement sera, au moins dans un premier temps, en tout cas à court terme, limité à des nouvelles formalités pour la mise en conformité des produits. Les exigences essentielles applicables aux produits restent pour l'instant les mêmes. Par ailleurs, on a l'accord du 24 décembre 2020 qui nous fournit une visibilité sur les directives. Et donc, ce soir, nous avons un panel d'intervenants qui sont là pour nous guider sur les conséquences réglementaires de cet accord. Alors, on a un panel couvrant plusieurs secteurs. Dans une première partie du webinaire, on couvrira la fin du marquage CE pour les produits non alimentaires expédiés vers le Royaume-Uni. Et dans une deuxième partie, on abordera la réglementation applicable aux produits alimentaires. Donc, notre premier intervenant, Richard Dawes, est représentant de BSI, the British Standards Institution, en France. Il est même dans l'équipe de BSI France. Il nous a préparé une intervention sur le système de mise en conformité UKCA, qui s'applique à de nombreuses familles de produits non alimentaires, qui remplacera le marquage CE. Donc, juste après Richard, on aura Denis Pichon, dirigeant de la société Ascorn, une société dans le secteur des dispositifs médicaux, qui est un secteur particulièrement impacté par les nouvelles mesures. Il a dû adapter son organisation à ce nouveau système de marquage UKCA, et on entendra donc son témoignage. Et donc, en deuxième partie du webinaire, on entendra Pierre Corr, de l'Adria, qui lui nous proposera un exposé sur les impacts réglementaires du Brexit sur les produits alimentaires qui, bien évidemment, sont affectés différemment. Je passe donc la parole à Richard Dawes et je vous souhaite un bon webinaire. Je vous retrouve tout à l'heure. Richard, the floor is yours. Excuse-moi. Bon, le premier slide. Le voici. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Sam, pour la présentation. Au sein de la filière française de BSI, je m'occupe de tout ce qui est certification produit. Je suis d'origine technique, je suis ingénieur j'ai traversé la Manche, j'ai traversé la clôture entre le technique et le commercial, et puis je suis bien ce côté de les deux clôtures. Dans un premier temps, il faut quand même vous expliquer le processus de la certification produit. C'est quoi? C'est pas si facile de dire que c'est un joli certificat avec le tampon BSI qui certifie vos produits. C'est pas ça du tout. Il y a des gens qui auditent les organismes notifiés, notamment COFRAC ici en France, puis UCAS en Angleterre. Et puis dans toute certification produit, il faut que l'organisme notifié donne toutes les preuves à ces organismes que nous avons bien fait dans une façon neutre d'évaluer des produits. Que ça soit testé chez nous ou si on même prend un rapport d'essai de notre laboratoire reconnu dans le cercle ISO, tout est faisable. Je vais vous en parler du marquage CE, du marquage UKCA, et puis où se trouve BSI dans toutes ces démarches. Et puis on passe au suivant, Sam. Et puis oui, voilà.
En fait, première chose, BSI, bon, marquage CE s'applique aux produits vendus en Angleterre depuis des années 90. BSI était capable de délivrer un certificat CE en Angleterre. À l'époque, l'Angleterre faisait partie de l'Union européenne. Et puis, c'était un certificat CE, point à la ligne. Quelques années avant que le Brexit, je pense que c'était le référendum en 2016 qui nous a déclenché de faire une application pour avoir le statut juridique d'un organisme notifié en Europe. Et puis maintenant, nous avons ce statut d'organisme notifié à travers notre filiale à Amsterdam pour toute l'Europe. Je peux vous dire que nous avons le statut juridique ici en Europe et puis bien sûr en Angleterre. Et puis on clique deux fois pour passer au suivant. Il faut bien dire que depuis le 1er janvier 2021, le marquage UKCA a vu le jour. Et puis en parallèle avec marquage CE, les deux sont reconnus pour un accès au marché britannique jusqu'à la fin de cette année, c'est-à-dire 2021. À partir du 1er janvier 2022, le seul marquage pour avoir accès au marché du Royaume-Uni sera marquage UKCA. Et puis voilà, on a un petit timeline de ce qui se passe qui confirme que voilà, on clique deux fois pour voir que pendant 2021, il y a marquage CE et UKCA qui travaillent ensemble. Mais à partir du 1er janvier 2022, ça sera que UKCA qui sera le seul marquage reconnu pour toutes les réglementations, les règlements de la Commission européenne pour les produits. Il y a un slide plus loin qui explique un peu tout. Mais là, les grands règlements européens de la Commission européenne, bon, un fabricant n'a pas besoin d'un organisme notifié pour tous les produits. Il y a certains produits où le fabricant, il peut faire une autodéclaration. Pour faire cette autodéclaration, ce n'est pas l'organisme notifié ou notified body qui va le faire, mais il a quand même besoin d'un bon dossier technique au cas où. Dans le cas du règlement de l'électrique basse tension, ça c'est un règlement où le fabricant peut faire une autodéclaration. Pareil pour le champ, la compatibilité électromagnétique, qui font partie des services qu'on sait faire pour donner des rapports d'essai pour des fabricants des composants électriques. Le règlement des appareils à gaz, c'est très, très réglementé au point que à partir du départ de la certification, le fabricant, il soumet les produits qui sont testés chez nous. Et puis en plus, pour certains produits, il y a une surveillance annuelle chaque année pour confirmer la bonne fabrication de ces pièces, pour que ça soit bien en accord avec les premiers tests. Pour la réglementation des équipements de protection individuelle, c'est pareil. Pour certaines catégories, il y a quand même une surveillance annuelle qui confirme la bonne fabrication des pièces soumises pour les premiers tests qui sont appelés type tests dans le langage des certificateurs. Mais bien sûr, comme je vous disais, jusqu'avant Brexit, BSI possédait deux organismes notifiés. Il y avait l'organisme notifié avec notre immatricule d'origine de 0086 en Angleterre, et puis aussi avec l'immatricule 2797, nous avions et nous avons toujours la présence juridique ici en Europe pour beaucoup de produits.
Et puis, on passe sur, on clique sur le prochain slide. Et puis, bon, il y a quelques changements très subtils entre des organismes notifiés en Europe et puis des organismes approuvés en Angleterre. Pour délivrer un certificat UKCA, il faut que l'organisme approuvé soit en Angleterre. Ça, c'est la première chose à retenir. Nous étions un des premiers organismes approuvés, d'être approuvés par le gouvernement anglais. Et puis, bien sûr, nous avons retenu les matricules 0086 pour notre présence d'un approved body en Angleterre. Et puis, on a toujours notre immatricule 2797 pour notre présence ici en Europe. Même si nos ressources techniques, nos laboratoires se trouvent en Angleterre, on a la possibilité de certifier, de délivrer des certificats CE depuis notre statut juridique à partir d'Amsterdam. Et puis on parle, voilà, ça c'est un bon ensemble des types de produits. Vous avez des produits qui sont soumis au Pressure Equipment Directive, la directive des équipements sous pression. Il y a des produits de la réglementation des appareils à gaz et un peu de tout. Et puis nous sommes accrédités pour justement pouvoir certifier des produits CE en Angleterre et puis maintenant UKCA en Angleterre. Et le prochain slide vous explique un peu la différence entre les deux camps et puis comment ça se passe. Et puis voilà, à partir du 1er janvier 2021, le marquage UKCA a vu son premier jour. Pour toute cette année, les deux travaillent ensemble. Un fabricant est tout à fait capable de mettre ses produits sur le marché UK, Royaume-Uni, avec un marquage CE. Il n'y a pas forcément d'un UKCA. Par contre, à partir du 1er janvier l'année prochaine, il n'y a que UKCA qui sera reconnu. Et puis, à partir de 1er janvier 2021, mais surtout à partir du 1er janvier 2022, il pourrait avoir une divergence dans le temps des exigences techniques d'un produit. Il pourrait. Bon, notez bien le temps. C'est pas définitif, il pourrait avoir. Parce que ce que le gouvernement anglais ils ont fait, et puis on peut cliquer quelquefois pour voir le diapositive. Le gouvernement a fait un copier-coller de tous les textes de la Commission européenne pour les coller sur les textes britanniques. Et c'est pour ça qu'à partir du 1er janvier 2022, les exigences techniques sont tout à fait compatibles, identiques, kiff, mais il pourrait y avoir une divergence dans le temps parce que il faut dire, je suis un Britannique qui habite ici en France, le strapline marketing de communication pour le référendum, c'était to take back control. Et puis, je ne sais pas si c'est sur ce slide ou c'est un autre. Oui, en fait, vous voyez à droite, ça c'est une étiquette d'efficacité énergétique qu'on voit sur beaucoup de pièces électroménagères ici en Europe. Ils sont complètement identiques, sauf, je ne sais pas si vous avez vu l'intrus, c'est le drapeau en haut à gauche. C'est la seule chose qui change. Et puis pour des exigences techniques entre des règlements
des produits des normes harmonisées, c'est identique à partir de l'année prochaine. Et puis ensuite, on passe sur le suivant. Bon, un petit synthèse de ce que je viens de vous dire, que en fait, pour le marché Royaume-Uni, non, pour le marché GB, Grande-Bretagne, UKCA va remplacer marquage CE. Les exigences techniques sont les mêmes, mais pourraient diverger à terme. Et puis, les entreprises qui ont besoin d'un organisme notifié aujourd'hui pour un marquage CE, pour avoir accès au marché britannique aujourd'hui, aura besoin des services d'un organisme approuvé pour délivrer un certificat UKCA. Et si on passe sur le prochain, bon, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bon, bien sûr, BSI est capable de délivrer cette certification UKCA pour des produits à gaz, pour des équipements de protection individuelle, pour des produits radioélectriques, pour des instruments de mesure, et puis ainsi de suite pour UKCA. Et puis aussi, en revanche, l'autre côté de la pièce, nous sommes capables de délivrer la même chose en Europe à travers notre présence juridique, à travers la filiale néerlandaise. Et puis ensuite, bon, c'est juste un message de dire à tous des industriels en Bretagne, puis partout en France, au moins d'être préparés de ce qui va se passer. Ce n'est pas une question de dire que ça pourrait se passer, ça se passera. Et puis, il faut que vous soyez prêts pour le 1er janvier. Nous sommes tous mes collègues européens dans toutes les filiales européennes, nous sommes en train de discuter avec beaucoup de fabricants d'appareils à gaz, fabricants d'équipements de protection individuelle, fabricants de pièces de la construction, pour justement qu'ils soient prêts pour le 1er janvier l'année prochaine. Et puis, on passe au prochain slide. Et puis, il n'y aura pas bon, ce que je veux dire, la date butoir ne sera pas prolongée. Ça sera le 1er janvier 2022. Il y a certaines subtilités quand même. C'est le moment que le produit soit placé sur le marché. Bon, il y a beaucoup bon, c'est pas une question de dire négociation, mais on peut trouver beaucoup de raisonnements dans le texte, mais le vrai texte, c'est le moment que le produit est placé sur le marché. C'est-à-dire, si un produit est placé sur le marché décembre 2021 avec marquage CE, ça sera quand même légal pour continuer d'être présent sur le marché britannique ou Grande-Bretagne. Ensuite, nous avons bon, un petit témoignage sur, bon, je ne vais pas citer le nom parce que je pense que vous connaissez bien le nom de ce fabricant très important américain des barbecues à gaz. Le marché britannique, pour lui, c'est un marché très important. Et puis, pour lui, c'était pas une question d'attendre la fin, le troisième, quatrième trimestre de cette année pour faire sa certification. Il a fait il y a 6 mois. Parce que pour lui, il répondait à la réglementation des appareils à gaz qui est très, très réglementée. Actuellement, à l'époque, ou actuellement, son organisme notifié pour son marquage CE se trouve en Danois.
n'a pas du tout une présence en Angleterre ou au Royaume-Uni. Et puis, pour faire certifier selon les normes, les référentiels pour son produit, il nous a contactés et puis on a délivré des certificats pour lui. Ensuite, bon, un petit synthèse de ce que nous sommes capables de faire en Europe. Ce sont les grandes réglementations européennes des grands produits industriels, des produits de la construction, les équipements de protection individuelle, des appareils à gaz, des équipements de suppression. En fait, medical devices ou des dispositifs médicaux, c'est pas moi qui s'occupe de ces types de produits. Nous avons des équipes au sein du BSI France et puis partout en Europe, surtout en Angleterre, qui suit ce marché important. Ensuite, les prochaines étapes, il faut que vous, le fabricant, vous identifiez bien ce qui vous tenez à cœur. Est-ce que c'est vraiment un accès au marché britannique qu'il vous faut? Si oui, il faut chercher d'avoir une certification UKCA. Et puis, BSI peut vous aider dans ces démarches. En revanche, pour un fabricant qui cherche que marque CE, on peut aussi le faire à partir de notre présence juridique ici en Europe. Et puis ensuite, là, il y a quelques slides que j'ai mis qui vont expliquer un peu ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé avec l'Irlande du Nord. Pour expliquer un peu l'historique avec l'Irlande du Nord et puis la République de l'Irlande, il faut un cours géopolitique quand même. Ça a commencé je pense que c'était en 1922, quand la République d'Irlande a trouvé leur indépendance du roi anglais. Et puis, à l'époque, les gens du Nord, les Irlandais du Nord, voulaient rester au sein de la Grande-Bretagne. Il faut bien dire que Great Britain, ou les îles britanniques, c'est l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Ça, c'est les îles britanniques, ou Grande-Bretagne, Great Britain. Le Royaume-Uni, c'est ça, plus l'Irlande du Nord. Et puis, puisque l'Irlande du Nord et le République d'Irlande, ils sont sur la même île, et puis à partir de l'accord du Vendredi Saint en 1998, quand il y avait un accord signé entre les gouvernements anglais et Irlande à l'époque, qui faisait en sorte qu'il n'y avait plus de frontières entre les deux pays. Jusqu'à 98, il y avait une frontière physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et puis maintenant, ça fait depuis 22 ans qu'il n'existe plus. Et puis, ça sera toujours le problème pour les négociations pour Boris Johnson, pour le Brexit. Ce qui fait que on peut cliquer deux fois là, juste pour vous dire que UKCA, c'est compatible pour un accès au marché en Grande-Bretagne. Marquage CE sera toujours valable en Irlande du Nord. Et puis aussi, il y aura un nouveau clic. On peut voir, il y aura un nouveau UKNI pour justement avoir un accès au marché irlandais. En fait, le premier webinaire, il y a quelques mois, j'ai bien senti que, en fait, je pense que Boris Johnson, il a fait la même chose aux gens de l'Irlande du Nord qu'il a fait aux pêcheurs avec les négociations du Brexit. Mais ça, c'est pas moi pour faire des commentaires. Ensuite, en fait, c'est juste
les cas de figure pour ce qu'il faut faire pour un fabricant de l'Irlande du Nord, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour toujours avoir accès à son marché de base, ou pour tous les autres fabricants européens. Mais en gros, pour avoir accès au marché de Grande-Bretagne, c'est marquage UKCA. Pour marquage UKNI, on pourrait le faire, mais ça sera plus simple d'avoir une certification CE délivrée par notre présence à Amsterdam, mais toujours par tous mes collègues en Europe, pour avoir accès au marché de l'Irlande du Nord. Et puis ensuite, en fait, là, le dernier slide que j'aimerais bien vous présenter, c'est un petit exemple de notre réseau commercial dans le monde, notre réseau commercial et technique dans le monde. Oui, nous sommes British Standards Institution, mais on n'a pas forcément resté sur des îles britanniques. Vous pouvez voir, nous avons des filiales partout dans le monde, partout en Asie, partout en Europe et partout aux Amériques du Nord. Et puis le hub européen est géré depuis notre siège historique à Londres, avec un siège à Amsterdam pour l'Europe. Notre hub Asie est géré depuis Hong Kong, et puis le hub Amérique du Nord est géré depuis Washington. Et puis autour de la carte, vous voyez toutes les certifications que nous sommes capables de faire. Entre notre marque de confiance Kitemark en haut à gauche, UKCA, CE, les normes, les certifications électriques, ENEC, et puis à droite, il y a certains, même on peut faire certifier des produits à gaz pour des marchés australiens. Je suis en train de parler avec un fabricant français de barbecue à gaz qui cherche justement d'avoir une certification pour le marché australien. Et puis pour lui, c'est plus facile parce qu'il est capable de travailler avec quelqu'un dans le même fuseau horaire. Bon, l'Angleterre, c'est juste 1 heure de moins de nous. D'avoir sa certification pour le marché 10 heures, 11 heures de plus que chez lui. Et puis voilà, c'était une petite présentation du marquage UKCA. Bon, les dates à retenir, bien sûr, c'est le 1er janvier 2022. Et puis, vraiment de savoir si vous serez impacté par des changements de certification. C'est pas tout le monde. Si vous faites une autodéclaration pour ces produits actuels, ça sera pareil pour l'année prochaine avec UKCA. Mais par contre, si vous avez besoin des services d'un organisme notifié pour CE, il va falloir que vous cherchiez des services d'un organisme approuvé au Royaume-Uni aussi. Et puis, ça, c'est tout. Merci Sam pour cette opportunité de discuter un peu plus. Et puis, à la fin, je pense que vous allez tous recevoir des informations la semaine prochaine avec mes coordonnées. Vous pouvez toujours soit poser des questions dans le chat ce soir ou me contacter la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bon, bah, c'est parfait, merci beaucoup Richard. Justement, je crois qu'il y a déjà une question dans le chat auquel tu pourras peut-être répondre pendant le reste de la soirée. Il y avait aussi une question demandant si cette présentation serait partagée. Je pense que oui, Richard, on peut partager cette présentation à la suite. Oui. Bon, bah, c'est parfait. Alors, on va, pour la suite des événements, on va se plonger dans un cas d'étude, un cas concret d'application de ces nouvelles procédures dans le secteur des dispositifs médicaux qui est particulièrement touché. Et donc, c'est Monsieur Denis Pichon de la société Ascorn qui va nous faire une présentation donc de son expérience. Je vais
partager mon écran. Je vous laisserai la parole, M. Pichon. J'y arrive. Me voilà. Denis Pichon d'Ascor. D'abord, bonsoir à tous. Merci nombreux à la présentation. Merci aussi aux organisateurs, notamment à Samuel. On va procéder de la même manière. Je propose que Samuel passe les slides au fur et à mesure de la présentation. Donc, je m'appelle Denis Pichon. Je suis responsable d'une entreprise qui est basée juste à côté de Rennes, à Cesson-Sévigné exactement. Et on réfléchit déjà depuis un certain temps à l'impact que va avoir le Brexit sur notre entreprise, à la mesure où à peu près 20% de notre chiffre d'affaires est fait en Grande-Bretagne. Donc, on a essayé d'anticiper au maximum et de transformer ce qui peut être comment s'appelle ça, quelque chose d'un peu plus complexe qu'avant, lorsque la Grande-Bretagne faisait partie du marché commun. On s'est dit, bon, on a des nouveaux challenges et qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut éventuellement même les transformer en opportunités? Alors, ce que je vais vous présenter, c'est très pragmatique ce que je vais vous présenter ce soir. Ce sont des choses que nous avons réalisées avec toute l'équipe d'Ascord. Donc, je vous propose qu'on change de diapositive. D'abord, je vous présente rapidement Ascord Médical. Alors, c'est une société, on peut dire, de services principalement, qui existe depuis 2006. On a comme spécialité d'œuvrer dans le secteur des dispositifs médicaux, plus particulièrement dans les implants orthopédiques et neurochirurgicaux. Orthopédiques, c'est prothèses de hanche, de genoux, d'épaule. Il y a toujours toutes les pièces détachées qui peuvent faire du bien, même si les pièces d'origine sont toujours mieux. Et donc, on est certifié ISO 13485, c'était la norme qui gère notre secteur d'activité. Donc, à ce titre-là, on fait du développement de nouveaux produits, de l'amélioration de produits existants. On œuvre dans le secteur de la qualité, on met pour nos clients en place des systèmes d'assurance qualité. On réalise des audits de fournisseurs pour eux, des qualifications d'installation, un peu QI, occupé. Alors, peut-être à travers mon langage, je vous comprendre aussi que comme Rich Mandon, je suis aussi ingénieur de formation, ingénieur mécanicien. Hop, elle n'est pas trop vite. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière? Voilà. On travaille aussi dans le secteur donc, des affaires réglementaires, donc c'est tout ce qui est HCE, FDA, UKCA maintenant. On travaille tout ce qui est rapport d'évaluation clinique, revue de dossiers techniques, etc. Et on a une petite activité de vente d'instrumentation médicale au Royaume-Uni. Donc pour nous, la problématique, c'était comment anticiper les contraintes du Brexit pour assurer une transition aussi souple que possible. En étant responsable d'une entreprise, on n'a pas envie de perdre 20% de son chiffre d'affaires du jour au lendemain. Donc, on s'est dit, il faut qu'on soit bien en amont. C'est vrai que le Brexit ne nous a pas pris par surprise dans la mesure où ça fait au moins 5 ans que l'on en parle. Donc, ça nous a permis d'y réfléchir, de regarder un peu comment ça allait se faire. Alors, pendant très longtemps, on se dit, bon, ça va se faire, ça va pas se faire, ça va se faire, ça va pas se faire. C'était un petit peu indécis. Et plutôt que de regarder les choses de l'extérieur, notre position, ça a été de dire, bon, il vaut mieux être dans la mêlée pour bien comprendre ce qui s'y passe. Alors, donc, notre choix, c'était de créer une filiale au Royaume-Uni. D'ailleurs, de Royaume-Uni, en ce moment, si j'y suis, on a créé une filiale pour bien comprendre les enjeux, être au cœur du mouvement, plutôt que d'entendre regarder le mouvement et d'être spectateur du mouvement. Donc, voilà le contexte dans lequel on s'est placé. Et on va parler maintenant de trois points, qui étaient la première chose, c'était l'adaptation de notre logistique.
Donc, les instruments que nous vendons dans tous les hôpitaux et cliniques en Grande-Bretagne suivaient, avant le Brexit, un cheminement, on peut dire. On avait des commandes que l'on recevait à partir des hôpitaux et des cliniques, qui étaient basés au Royaume-Uni. On traitait les commandes en Bretagne. On envoyait les produits au Royaume-Uni par des courriers rapides à partir de la Bretagne. On avait un service. Et la caractéristique des produits que nous expédions, c'est qu'ils avaient quand même une relativement faible valeur. C'est de l'ordre de 320 livres par paquet. Donc, c'était quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire que si on devait mettre des frais transitaires, etc., par-dessus, il fallait prendre en compte que ça allait impacter d'une manière, pouvait potentiellement, en tout cas, impacter d'une manière conséquente le prix de nos envois. Et pour nous, mais aussi pour nos clients. Et on avait un compte en livres sterling en France. Je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que plus on facilite la vie de ses clients, plus on a de la chance qu'ils restent avec nous. Donc, les problématiques liées au Brexit, c'est-à-dire quid des délais de livraison. Aujourd'hui, c'est 48 heures. Demain, est-ce que ce sera toujours 48 heures? Et le surcoût potentiel pour les paquets qui avaient une valeur relativement faible. Donc, c'est 300 €, pas de 140 €. Donc voilà. On va passer à la... Donc, la solution que nous avons choisie, c'est de créer, à partir de la filiale créée en Angleterre, d'avoir une base logistique. Alors, cette base logistique, elle est entièrement sous-traitée. C'est quelqu'un qui est au Royaume-Uni, qui n'est pas très loin de l'entreprise qu'on a au Royaume-Uni, et à qui on sous-traite entièrement la logistique. Alors, on a changé un petit peu notre mode de fonctionnement. On envoie les produits par palette 4 fois par an, donc un envoi par trimestre. Donc, c'est un envoi international. Avec un camion, il n'est peut-être pas rempli qu'avec nous, mais quelque chose de conséquent. On reçoit toujours les commandes des hôpitaux et des cliniques basés au Royaume-Uni, en Bretagne. On traite les commandes en Bretagne. Ensuite, on instruit notre base logistique en leur disant, voilà, il faut que vous adressiez tant de paquets ici, tant de paquets à cet hôpital en Écosse, à Birmingham, en Manchester, etc. Et on le fait grâce à des courriers rapides, donc nationaux, du coup. Hein, on a notre base logistique au Royaume-Uni, on expédie les produits au Royaume-Uni. Donc, on a un service en 24 heures. Et le fait d'avoir une présence au Royaume-Uni nous a permis aussi d'avoir des comptes bancaires aux États-Unis, etc. Au Royaume-Uni, pardon. Et au Royaume-Uni, et que nos clients puissent nous régler directement au Royaume-Uni. Encore une fois, notre recherche était toujours de faciliter la vie de nos clients. Donc, au bilan de tout ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a amélioré notre service client. On est passé d'une livraison en 48 heures à une livraison en 24 heures, ce qui est toujours appréciable. On a toutes les transactions qui ont été financières, qui sont basées au Royaume-Uni, ce qui évite d'avoir les frais à régler, etc., pour nos clients, ou se poser la question à chaque fois. Donc, ça a facilité la vie de nos clients. Et lorsqu'on a fait le bilan global des deux systèmes de chaîne logistique, finalement, on arrive avec quelque chose qui est tout à fait équivalent à ce qui existait pré-Brexit. Je pense que ce qu'on peut retenir de ça, c'est que c'est sûr, ça nous a mis un peu en dehors de notre zone de confort. On avait un système qui fonctionnait bien. Ça nous a obligés à bouger. Mais je pense qu'au global, ça n'a pas été négatif du tout pour nos clients. Donc, un changement ne veut pas forcément dire des opportunités et non uniquement des challenges, même s'il y a forcément une partie des challenges. Ensuite, un autre point sur lequel on travaille toujours et sur lequel on a travaillé aussi, c'est le marquage CE et le marquage du KCA. Donc, avant le Brexit, la vie était relativement simple pour nous. Hein. On avait un organisme notifié qui nous a posé le marquage CE sur nos produits. Enfin, quand je dis à poser, ce n'est pas eux qui le marquaient concrètement, comme disait tout à l'heure Richard Dow. C'est-à-dire qu'ils nous auditaient, on regardait ils nous auditent toujours d'ailleurs, si on suit les règles qui s'imposent à nous, notamment par rapport à l'ISO 13485 et aux différentes réglementations européennes. Et avec ça, c'était relativement pratique, on pouvait vendre partout, y compris en Angleterre. Donc, le changement, comme l'a très bien expliqué Richard tout à l'heure, c'est qu'avec notre marquage CE, on peut toujours vendre nos produits au Royaume-Uni, mais ça ne va pas durer. Donc,
pareil, on s'est plongé dans la réglementation qui est un peu technique pour nos produits. Donc, aujourd'hui, notre marquage CE, entre guillemets, reste valable et est reconnu au Royaume-Uni. Alors, moi, j'ai la date du 1er juillet 2023 comme date butoir, à partir de laquelle, en tout cas pour les dispositifs médicaux, on est peut-être, c'est ça qui fait la différence par rapport à ce que disait tout à l'heure Richard, c'est que pour les dispositifs médicaux, à partir du 1er juillet 2023, il faut absolument que l'on ait la marque UKCA pour continuer à placer nos produits sur le marché britannique. Donc, ça, c'est un changement. Et qui c'est aujourd'hui qui peut délivrer ce label, si on veut, de marquage UKCA? Il s'agit de gens qui sont basés forcément en Grande-Bretagne. Et les fabricants de dispositifs de classe 1 peuvent auto-certifier leurs produits. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on n'avait pas besoin de l'intervention d'un organisme notifié pour les produits, ça continue de la même manière. D'ailleurs, aussi, comme l'a expliqué tout à l'heure Richard, le point de départ est le même. Marquage CE, UKCA, point de départ, c'est le même. Évidemment, avec le temps, on peut imaginer que tout ça, ça va évoluer et que chacun va suivre un peu son chemin en fonction de ce qui lui semble important pour la population de son pays. On va peut-être passer à la suite. Donc, les exigences en termes de matière d'UKCA sont identiques, c'est ce que je disais à l'instant, par rapport à la réglementation européenne actuelle. Donc, la Grande-Bretagne ne va a priori pas suivre les textes réglementaires qui sont applicables, d'ailleurs pour le reste de l'Europe, pour les systèmes médicaux à partir du mois de mai de cette année 2021. Et à partir, le double marquage, évidemment, est possible avant le 1er juillet 2023, mais il sera obligatoire après le 1er juillet 2023, pour les produits médicaux en tout cas. Tout ça, ça veut dire, je pense qu'il faut surtout ne pas rester passif et ne pas rester attendre le 1er juillet 2023. Donc, il faut toujours être proactif, toujours réfléchir à comment on va s'adapter, toujours s'adapter. Donc, il faut d'abord les approches, et c'est choisir un organisme agréé par la Grande-Bretagne. Il y a une liste qui est mise à jour par le gouvernement du Royaume-Uni. J'ai mis le lien là, c'est sur le. Aujourd'hui, il y a 3 sociétés qui le font. La société du Richard, le BSI, qui est certainement qui traditionnellement était sur le marché depuis plus longtemps. Il y a UL aussi, qui est une société américaine de mémoire, et SGS, qui est une autre société, qui, pour les systèmes médicaux, aujourd'hui, peuvent travailler pour que vous soyez certifié UKCA. Je sais qu'il y a d'autres organismes qui sont aussi en cours d'agrément. Donc, là, retenez la date du 1er juillet 2023, c'est très, très important pour être prêt, mais attention au délai des organismes agréés, parce qu'un organisme agréé, il ne faut pas arriver le 30 juin 2023 pour dire toc toc, est-ce que vous pouvez m'approuver? Ils ont un certain nombre de choses à réaliser, comme l'a bien expliqué Richard, qui prennent en général des mois. Donc, je peux que vous recommander de bien anticiper ce passage au marquage UKCA pour tous les produits que vous voulez conserver sur le marché du Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. On va passer à la suite. Deuxième challenge, je dirais troisième challenge, donc on a la logistique comme un challenge aussi, c'est que, comme à l'instar de ce qui se fait un peu partout, aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, le département de la santé souhaite avoir, quel que soit ce qui peut être sur le marché au Royaume-Uni, souhaite avoir un interlocuteur qui soit basé au Royaume-Uni. Donc, d'où cette notion de UK Responsible Person. Donc, c'est une personne qui va représenter un industriel qui est hors Royaume-Uni au Royaume-Uni. Donc, chaque fabricant qui n'est pas basé en Grande-Bretagne pour sa conception et qui n'est pas enregistré comme entreprise en Grande-Bretagne pourra continuer à vendre ses produits en Grande-Bretagne à condition d'avoir, d'une part, le marquage UKCA, mais aussi d'avoir une personne qui
qui le représente, mais basé sur le sol du Royaume-Uni. Donc, cette personne-là, elle sera en charge d'être l'interlocuteur du Ministry of Health. Donc, il faut que chaque fabricant qui est basé en dehors du Royaume-Uni désigne un représentant local et il enregistre ses produits. Donc, il y a deux choses. Hein. Et normalement, c'est ce représentant local qui est en charge de l'enregistrement des produits sur la base du ministère de la Santé du Royaume de Grande-Bretagne. Donc, quelle est la fonction de cette personne responsable? Elle n'est pas légère, je dirais. Hein. Elle doit s'assurer que la déclaration de conformité des produits et que le dossier technique a bien été établi. Donc, il faut que la déclaration de conformité et que le dossier technique existe et soit bien établi. Alors, je ne vais pas dire qu'il doit être garant de ce qu'il y a à l'intérieur, mais parce que ça, c'est l'organisme qui audite des dossiers qui doit le faire, mais la personne responsable doit s'enquérir du fait que ces deux éléments existent et existent dans les règles de l'art. Il faut que, en Angleterre, au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, les nuances, et Richard vous les a bien expliqué tout à l'heure, il faut que ce représentant ait à sa disposition à la fois la déclaration de conformité et la documentation technique, ce qui n'est pas un 20 mots. Quand vous avez un dispositif médical de classe 3, ça peut faire 1500, 2000 pages, 3000 pages. Donc, ce n'est pas des petites choses. Bon, aujourd'hui, heureusement, on peut les avoir sous forme numérique, mais ça veut dire que la personne responsable doit détenir toute cette information qui est quand même quelque chose de conséquent pour l'entreprise. Il faut être capable de fournir à toute demande la preuve de la conformité des dispositifs. Il faut avoir aussi procéder à cet enregistrement sur la base du ministère de la Santé. Il faut mettre à disposition des échantillons sur demande du ministère de la Santé, de l'agence du ministère de la Santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit les échantillons sont suffisamment petits et on peut avoir par exemple un échantillon de chaque famille conservé sur le sol anglais, soit ce n'est pas possible. Je pense par exemple aux gens qui fabriquent des systèmes, des scanners, des appareils de radiologie, etc. Auquel cas, il faut tenir à disposition des endroits où le MHRA peut venir voir et se rendre compte de ce que sont ces dispositifs médicaux. Donc, en cas de problème sur les dispositifs, il faut coopérer, la personne responsable doit coopérer avec le MHRA pour pouvoir soit éliminer, atténuer, communiquer avec le fabricant. Il faut immédiatement que se mettre en relation avec le fabricant. Donc, disons que c'est toujours pareil, tant qu'il ne se passe rien, tout va bien. Par contre, s'il se passe quelque chose, c'est une fonction qui est très importante parce que c'est quelqu'un qui va représenter le fabricant européen ou du reste du monde au niveau des autorités du Royaume-Uni. Donc, ce n'est pas une petite fonction et elle est obligatoire. Donc, concernant les produits médicaux, il y a quelques dates à retenir, c'est-à-dire qu'il faut que tous les produits, les produits médicaux, je ne sais pas si vous êtes tous au fait des choses, ils sont classés en 4 classes. Les classes 1, qui en termes de risque sont les plus bénins, si on veut, les classes 2, au-dessus, et les classes 3. Et sachant que la classe 2, elle est séparée en deux, il y a 2A et 2B. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la classification. Les dates, quand même, pour l'enregistrement des dispositifs sur la base du MHRA, c'est du ministère de la Santé. C'est le 1er mai 2021 pour les produits de classe 3. Donc, on peut dire c'est demain, c'est dans une semaine. Il y a 1er septembre 2021, on a un peu plus de temps pour les produits de classe 2B non implantables, les classes 2A, et le 1er janvier 2022 pour les classes 1. Donc, évidemment, ça, c'est des dates butoirs. Il est toujours possible d'enregistrer ces produits en avance, mais ce n'est pas une obligation. Alors, une petite chose, c'est que chaque intervention sur la base du MHRA, du Ministry of Health, coûte 100 €. Donc, de manière pragmatique, je vais être pragmatique, 100 livres, excusez-moi.
Ça veut dire que d'un point de vue pragmatique, il vaut mieux regrouper et c'est les modifications et les enregistrements des nouveaux produits plutôt que d'y aller 20 fois par jour. Donc, mon conseil par rapport à ça, c'est de trouver une personne responsable qui ne soit pas le distributeur de vos produits pour au moins 2 raisons, à mon avis. Ça n'engage que moi, ce que je vous dis, c'est mon expérience personnelle. C'est l'indépendance vis-à-vis du distributeur. C'est que vous pouvez aussi choisir votre distributeur comme personne responsable. Mais ça veut dire qu'au-delà de la relation de business que vous pouvez avoir avec votre distributeur, il y a aussi le fait que vous lui confiez votre représentation au niveau des autorités. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'au niveau confidentialité des informations, si votre distributeur, par exemple, est aussi fabricant au Royaume-Uni, si vous lui confiez toute votre documentation technique, il y a aussi un risque qu'il y ait des informations qui filtrent et que vous ne souhaitiez pas nécessairement laisser filtrer au niveau de votre distributeur. Donc, nous, chez Ascorn, on a choisi, comme on avait créé une structure au Royaume-Uni, on a choisi de l'utiliser et d'utiliser Amcano, c'est le nom de notre structure au Royaume-Uni, pour nous représenter. Et comme je trouve que c'est une fonction importante qui a des coûts associés forcément, mais qui n'est pas stratégique pour vendre ses produits en termes de la communication avec sa clientèle. Moi, je suis plutôt pour mutualiser ce genre de coûts. Donc, j'ai ouvert cette structure-là aussi aux autres personnes, aux autres entreprises qui souhaitent nous utiliser comme responsible person au niveau du Royaume-Uni. Voilà, on va passer à la suite. Donc, je dirais 3 petites conclusions. C'est il faut adapter, au niveau de la logistique, ce qu'on a fait, c'est adapter et tourner une contrainte en avantage, ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour le marquage CE, il faut garder en tête, en tout cas pour les systèmes médicaux, je ne veux pas aller sur le terrain de Richard Dawes qui vous a parlé d'une manière plus générale. Pour les systèmes médicaux, c'est le 1er juillet 2023, mais attention, il faut préparer le travail bien en amont. Ce n'est pas le 30 juin 2023 qui va se gratter la tête pour dire comment je vais faire. Et puis, au niveau d'avoir un UK Responsible Person pour vous représenter au Royaume-Uni, je ne peux que vous conseiller d'avoir quelqu'un qui est indépendant, qui même peut être interchangeable, auquel vous séparez les relations à la fois et business et les relations officielles et administratives. Voilà, je pense qu'on peut passer au slide suivant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Denis, pour cette intervention très intéressante. La transformation du challenge Brexit en une opportunité, je pense qu'il y a des enseignements à en tirer pour nous tous et aussi le mot d'ordre qui est celui de l'anticipation sur toutes ces nouvelles procédures qui se mettent en place. Alors, comme vous l'avez précisé, effectivement, la date du 1er juillet 2020. Donc, moi, je travaille à la CCI Bretagne, qui est membre du réseau Enterprise Europe. C'est un réseau donc, européen qui recouvre tous les pays de l'Union européenne, plus un certain nombre de pays tiers, dont le Royaume-Uni. Concrètement, c'est composé de chambres de commerce et d'agences de développement économique, notamment partout dans l'Union européenne. Et on reçoit des financements de l'Union européenne pour fournir donc, du conseil, de l'information sur la réglementation et les normes européennes, donc, notamment sur toutes les questions marquage CE, marquage UKCA, mais aussi sur les produits alimentaires. On peut soit vous répondre directement avec notre expertise interne, soit vous mettre en lien avec un expert si on est sur une thématique très spécialisée. Et on peut aussi vous aider avec avec l'identification de partenaires à l'étranger. Donc, on peut solliciter nos homologues en Angleterre ou d'ailleurs dans d'autres pays pour partager avec eux des annonces de recherche de partenariat, que ce soit la recherche d'un distributeur au Royaume-Uni, par exemple, la recherche d'un fournisseur également, ou par exemple la recherche d'un partenaire dans le cadre d'un projet de recherche et de développement. Donc, si besoin, n'hésitez pas, vous tapez EEN West dans Google ou vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail ici, on va vous repréciser ça dans un mail la semaine prochaine qui récapitule l'ensemble.
Et je vais laisser la parole maintenant à Nicolas Bitti du World Trade Center, qui nous présente un petit peu également son organisation. Merci Samuel. Merci beaucoup. Bon, par où commencer? Déjà, cette série Brexit était initiée par l'association JAFB, que je remercie chaleureusement. Je remercie chaleureusement Bastien Roujon et Ophélie Tissier, qui étaient à l'initiative de cette série de visioconférences que nous avons organisée avec tout un tas de partenaires que je remercie. Je ne vais pas les citer, Samuel a déjà cité tout le monde en début de webinaire et je n'ai pas envie de faire de faux pas, mais toujours est-il que nous avons pu travailler avec tout un nombre assez impressionnant d'institutions. Nous avons également travaillé avec l'association Transmanche Developing Group. Brian Murphy était l'un des intervenants lors du premier épisode de cette série. Donc, l'association Transmanche Developing Group qui a pour mission de renforcer les liens commerciaux entre le Royaume-Uni, les îles anglo-normandes, l'ouest de la France, et puis nous avons également quelques partenaires et institutions sur Paris, notamment l'ambassade de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, alors là je l'ai bien dit, et la Franco-British Chamber of Commerce. Juste pour information, le WTC Rennes-Bretagne, qui sommes nous sommes une association basée au sein de la CCI Ille-et-Vilaine, d'une centaine de membres et partenaires du territoire brétilo-breton. Et nous organisons régulièrement des webinaires sur des sujets internationaux. Nous avons d'ailleurs quelques expertises déclinées en clubs pays, l'Iran, le Québec-Canada, les USA, le Maroc et donc le Royaume-Uni également. Mon rôle, c'est assez simple, c'est de créer un lieu d'émulation et d'échange et de faciliter les mises en relation entre entreprises souhaitant se développer à l'international. Nous faisons partie du réseau WTC, qui est un réseau mondial appartenant à la World Trade Center Association à New York, qui regroupe 315 WTC à travers le monde. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rapprocher de moi. Concrètement, ce que j'apporte, c'est de l'information, de l'échange, de l'émulation, comme cette série de visioconférences, de la mise en relation via le réseau WTC, mais pas que, également d'autres réseaux, le réseau EN par exemple, la Maison de l'Europe, avec notre ami Michel Dorin qui va faire quelques mots tout à l'heure. Nous avons également, nous proposons des avantages comme des locations de bureaux, de salles de réunion dans les locaux de la CCI Ille-et-Vilaine. Nous avons également des bureaux et des espaces de réunion que nous proposons dans d'autres WTC sur Paris ou ailleurs dans le monde. J'organise aussi des English Training Breakfast 2 fois par mois, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. D'ailleurs, envoyez un petit mail il y a quelques minutes de ça aux membres du WTC. En tout cas, un grand merci à tous nos participants aujourd'hui, à toutes les institutions et associations partenaires de cette série de visioconférences. Et je tiens une nouvelle fois à remercier nos amis de l'association JAFB qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, et notamment Bastien et Ophélie. Michel, je te passe la parole pour conclure. Écoutez, chers amis, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire, puisque tout a été dit, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan amical et sympathique, je dirais, de cette relation qui s'est créée entre des étudiants en droit et puis des spécialistes des opérations internationales. Quand on regarde bien les choses, finalement, les trois temps qui nous ont été proposés sont les 3 moyens de comprendre cette évolution. Et je me dis, est-ce qu'il faut dire d'évolution et est-ce qu'il ne faut pas dire révolution que nous vivons avec le Brexit, parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Je présume que ça ne se reproduira pas une deuxième fois, mais bon, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Donc, cette rupture de contrat, puisque c'est un contrat qu'il y avait entre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et l'Union européenne, eh bien, est un fait qui nous touche dans notre vie quotidienne, mais aussi dans la vie des affaires. C'est bien ce que vous avez tous, je dirais, mentionné et rappelé. On sait que, et là je me tourne, je dirais, ou je parle plutôt de nos amis, nos jeunes amis futurs avocats franco-britanniques,
c'est que le droit britannique et le droit européen et surtout le droit français ne sont pas exactement identiques. Comme vous le savez bien, côté du britannique, on va s'appuyer sur la common law qui est régie plutôt par la jurisprudence, alors que nous avons nos codes qui sont les codes de commerce, les codes du travail, les codes des sociétés, le code de la propriété intellectuelle, etc., qui sont autant de références, je dirais, qui permettent de s'appuyer peut-être plus, de manière plus concrète que ce que l'on peut éventuellement trouver au Royaume-Uni. Mais c'est bien aussi à cela que servent, je dirais, les avocats d'affaires. Et comme on est de toute façon dans une économie qui est de plus en plus mondialisée, avec des échanges qui sont également toujours de plus importants en matière de circulation des biens et des personnes, eh bien, je crois que nos jeunes amis futurs avocats franco-britanniques, ils ne risquent pas d'être au chômage dans les années à venir. Moi, je trouve que le premier point qu'on peut dire sur ce qu'ils nous ont proposé, parce que c'est ça qu'il faut se rappeler, ce sont eux qui sont venus nous voir et qui ont dit, voilà, on a cette idée-là, on voudrait bien traiter d'un sujet qui est le sujet du Brexit, et donc, mais de manière très professionnelle. Ils l'ont fait, c'est tout à fait intéressant et je les remercie de ce côté-là. Donc, la première chose, c'est qu'ils ont eu tout à fait raison d'aborder le sujet qui va, je dirais, impacter nos manières de faire et d'agir. Le second point, c'est qu'ils ont su, et ça c'est important, on est là pour en parler, ils ont su agréger autour d'eux des professionnels de grande qualité et des personnalités de renom. On les a tous cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Le troisième point, ce que je retiens, c'est la gradation des exposés, des échanges qui ont eu lieu. On est parti du point particulier que représentait la pêche pour la Bretagne, que tout le monde connaît parce que nous habitons la Bretagne, bien évidemment, mais le débat a été élargi tout de suite aux relations commerciales franco-britanniques post-Brexit et en le resserrant sur des sujets ô combien importants que l'on peut appeler la logistique, les aspects douaniers et enfin pour aujourd'hui tous les aspects normatifs. On le sait bien, les avocats sont présents lorsqu'il y a divergence d'interprétation des textes ou des modes de pensée. Le Brexit va sûrement en créer un certain nombre. Je pense que nos jeunes futurs avocats sauront y prendre leur part pour qu'à terme, je dirais, les échanges de toutes sortes reprennent à un niveau qui conviendra à ce qui peut être convenu des échanges entre voisins, puisque même si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, physiquement, géographiquement, ils seront toujours nos voisins. Et en règle générale, on a tendance à commercer plus avec les voisins qu'avec ceux qui sont, je dirais, très loin. Enfin, et ça c'est entre nous, je trouve, même si les avocats sont des gens très sérieux, ce que je ne conteste absolument pas, les titres qu'ils ont choisis à chacune des 3 séances, à mon sens, ne manquent pas d'humour. Vous qualifierez cela pour savoir si c'est de l'humour britannique. Moi, je ne tenterai pas la chose. Rappelons-nous, avenir houleux en matière de pêche, une Manche qui peut devenir imperméable et une entente hors norme justement sur les normes. Donc, vous voyez, ils savent animer, ils savent joindre, je dirais, un peu d'humour à des choses qui sont extrêmement sérieuses. Et je pense que c'est comme ça que l'on peut réussir dans la vie, quand on est sérieux dans ce que l'on fait, mais qu'on ne se prend pas toujours trop au sérieux. Donc, moi, maintenant, et pour clôturer, puisqu'on m'a demandé de faire ça, et je vous en remercie, donc, comme coprésident de la Maison de l'Europe, mais aussi ancien président des conseillers du commerce extérieur, moi, je ne peux que souhaiter à nos jeunes étudiants la réussite dans leur future profession. Je crois que c'est extrêmement important, quand un étudiant nous le demande, de l'aider, de le faire avancer, de lui faire comprendre la réalité à côté de la théorie qu'il peut emmagasiner lors de ses cours, encore que tous les cours ne soient pas que des cours théoriques, hein, c'est clair. Mais je crois que dans cet échange étudiant et professionnel, eh bien, écoutez, moi, je crois qu'il y a eu un très bon mélange, je dirais, une très bonne recette de fabrication, et je pense qu'ils pourront, je dirais, de ce côté-là, être assez, comment dire, ce qu'ils ont pu réaliser, puisque, je le rappelle, l'idée de base vient de chez eux. Des deux côtés, ça c'est en ce qui concerne la Maison de l'Europe et les conseils du commerce extérieur, bien évidemment, nous resterons
à leur côté pour les aider le moment venu, s'ils le souhaitent, et éventuellement à un moment donné, quand ils seront dans la vie active. Voilà, moi, c'était tout ce que je voulais vous rajouter. Je pense que mon discours n'est pas un discours technique, mon discours est simplement un discours de remerciement pour ces jeunes, parce que c'est eux qui finalement vont guider nos entreprises dans l'Europe et dans le Royaume-Uni de demain. Merci à vous de m'avoir écouté, bonne continuation à vous, et puis très certainement à une prochaine fois. Merci beaucoup, Michel. Merci à tous et très bonne soirée. Très bonne soirée. Au revoir, merci.